Bonjour, alors on se retrouve avec notre premier invité, Luc Smessard, vice-président de la FNSEA. Merci d'être avec nous, monsieur Smessard, bonjour. Bonjour. Je tenais à vous avoir à l'antenne de Sud Radio pour parler d'abord de ce qui s'est passé hier à Beauvais, une manifestation pour soutenir l'éleveur Vincent Verschuere, qui a été condamné quand même à 106 000 € de dommages et intérêts confirmés par la Cour de cassation parce qu'il avait été attaqué par son voisinage pour des nuisances sonores et olfactives que génère son extension qu'il avait construite pour son exploitation d'élevage. Comment on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les agriculteurs deviennent des ennemis publics? C'est juste incroyable quand une minorité qui habite dans nos campagnes n'accepte plus le bruit des vaches, les odeurs. C'est 13 ans de procédure d'une petite minorité, mais la minorité aujourd'hui a gagné puisque, comme vous l'avez dit, il est condamné en cassation. Il a été débouté, donc il devra payer 106 000 €. Finalement, il venait de chercher que de l'argent. D'ailleurs, la majorité des 6 plaignants ont déménagé aujourd'hui. Et ça, c'est pas entendable. En plus de ça, on demande aujourd'hui à Vincent de faire des travaux de mise aux normes avec des murs anti-bruit. Voilà, on est à la campagne, c'est normal qu'une vache fasse un peu de bruit. Il y avait quand même beaucoup d'élus qui étaient en soutien avec l'agriculteur et avec Vincent hier, le maire de Beauvais, bien sûr, la présidente du département, il y avait le président de région, Xavier Bertrand, qui a même prêté 40 000 € à l'éleveur, donné, puisqu'il ne devra pas les rembourser. Il y a quand même une coalition pour dire que ça ne va pas. Est-ce qu'il y a des recours pour Vincent, ou est-ce que c'est plié? Il devra payer ses 106 000 € de toute façon. Alors, à la cour d'appel d'Amiens, le juge avait dit, c'est pas grave, Vincent Verschuere se retournera contre l'État. C'est encore 5 ans de procédure, puisque forcément, il a eu toutes les autorisations, permis de construire. Mais comme vous l'avez dit, il y a une grande solidarité au-delà du département, de la région. C'est toute la France, voire même une partie de l'Europe qui se soude et qui veulent accompagner pour dire plus jamais ça. On est tous des Vincent potentiels et on a eu le pied à terre quand il y a eu le retour de la cassation. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que Vincent vive tranquille, et donc on a mis en place une cagnotte avec l'ensemble du monde agricole, mais aussi toute la ruralité qui se dit il faut que nos campagnes, pour qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient vivantes, dynamiques, et que ça fait partie de nos campagnes. Et comme l'avait dit le garde des Sceaux au Salon de l'Agriculture, la campagne, on l'aime comme elle est, sinon on repart en ville. Clairement. Mais c'est quand même quelque chose d'assez terrible, parce que agriculteur, c'est pas un métier facile. On a eu les chiffres des nombreux suicides, des exploitations qui sont en faillite. C'est un métier de passion qui demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Pourquoi on en arrive à ce moment-là où il y a ces affaires incroyables d'agriculteurs attaqués dans leur milieu de vie par des riverains qui ne comprennent rien au monde agricole? Parce qu'il y a certains qui viennent à la campagne pour avoir le calme, le silence. Ils ont oublié que la campagne, si elle est belle, c'est parce qu'elle est cultivée. À l'approche des fêtes, si on va manger de très beaux produits à Noël, c'est aussi parce que justement, on a l'excellence française, la gastronomie française. Mais pour ça, il faut des bâtiments, il faut des animaux pour produire le lait, pour produire la bonne viande. Et donc, je pense qu'il y a surtout, c'est qu'il y a eu un éloignement de la population avec le monde agricole. On doit y travailler, nous les premiers, pour justement accueillir dans nos campagnes, travailler le vivre ensemble, et puis arriver à ce que justement la campagne, elle est belle, parce que justement il y a le bruit, il y a le moment des moissons. C'est vrai que c'est la période des vacances, mais il y a de la poussière. Au moment des ensilages, des fois il y a un peu de route sur la terre, mais par contre on est bien content quand il neige de trouver un agriculteur pour donner un coup de main. Finalement, c'est recréer ce lien, cette solidarité. Et je crois que ça fait partie notamment de la loi d'orientation qui a été annoncée la semaine dernière par le ministre de l'Agriculture. C'est refaire du lien, et notamment avec les écoles primaires, pour que l'ensemble des enfants puissent au moins dans leur vie visiter une ferme, pour voir que le lait, il vient pas d'une brique de lait, il vient derrière, il y a des hommes, des femmes, comme vous l'avez dit, qui sont avec cette notion de bien-être animal. C'est des gens qui sont plutôt passionnés, et on a la chance aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent se faire ce métier qui a du sens. Et donc, encourageons
plutôt que d'allons stopper des envies d'entreprendre. Vous êtes plutôt optimiste. Vous pensez que le monde agricole voit une jeunesse arriver, se réintéresser à l'exploitation? Parce que ces dernières années, c'était plutôt la déprime, la fermeture de nombreuses exploitations, j'en parlais, les faillites, les difficultés aussi réglementaires, on y reviendra. Vous êtes plutôt optimiste sur l'agriculture française? En tout cas, on doit relever finalement ce challenge. Moi, je suis assez confiant, c'est qu'on voit aujourd'hui avec le Covid, avec ce qui s'est passé en Ukraine notamment, des gens qui veulent retrouver des métiers qui ont du sens et se lever le matin pour nourrir les gens. Finalement, c'est vraiment quoi de plus beau métier. Alors par contre, il va falloir que ce soit un métier qui soit rentable, un métier qui soit vivable. On passe aujourd'hui plutôt 55-60 heures par semaine. La jeune génération, elle veut vivre un peu comme tout le monde, pouvoir prendre quelques jours de congé. Ah oui. Et donc, il faut absolument y travailler. Ouais, et là, il y a des pistes pour justement moderniser le métier ou trouver des moyens d'attirer une jeunesse qui voudrait préserver quand même une certaine qualité de vie et pas passer toute sa vie à travailler comme ça a été le cas pour de nombreux agriculteurs dans le passé. Exactement. Aujourd'hui, c'est grâce à l'innovation, grâce à la modernité. Je suis sur une exploitation de vaches laitières. Vous les voyez peut-être derrière pour ceux qui sont connectés. Les vaches laitières sont traites par des robots de traite. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins, mais c'est la pénibilité en moins. La même chose au niveau des tracteurs, au niveau des champs. On travaille avec des drones, on travaille avec des GPS. Finalement, il y a énormément de jeunes qui sont séduits par Farming Simulator, qui est un jeu voilà, pour tester l'agriculture. Nous, ce qu'on invite aujourd'hui, c'est justement à tous ces jeunes à venir dans nos fermes et puis de travailler à ce que demain, on puisse trouver des passerelles entre l'ensemble des métiers de l'agriculture et celui d'agriculteur. Vous parlez de passerelle justement, comment ça se passe avec le monde de la militance écologique? Est-ce qu'aujourd'hui la FNSEA dialogue avec les écolos pour faire comprendre qu'il y a des moyens de préserver la nature et d'avoir des exploitations agricoles et de ne pas faire de l'agriculteur un ennemi du vivant, de la biodiversité ou quelqu'un qui maltraiterait les animaux? Vous avez raison, il y a besoin justement d'expliquer davantage tout ce qu'on a pu faire. Et finalement, c'était aussi le message d'un mois d'action partout en France, quand on disait on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces transitions, notamment les transitions écologiques, agroécologiques, tout le travail qui est à faire sur la biodiversité, on l'a déjà fait en partie, mais on doit accompagner les agriculteurs justement à ce que demain, dans nos pratiques, on fasse toujours mieux. Et je pense qu'on fait déjà pas mal. Il n'y a pas grand monde qui sait qu'aujourd'hui, ce sont les agriculteurs qui entretiennent le plus grand réseau de haies en France. Sur la ferme, à moi tout seul, on entretient 22 km de haies. Donc derrière, c'est de la biodiversité, c'est de l'environnement. Il y a des grosses pratiques qui ont vraiment évolué aussi pour le stockage du carbone. Et donc finalement, c'est comment on fait pour refroidir la planète. Donc il y a besoin d'un dialogue. Alors avec les écolos, bien sûr, mais surtout avec l'ensemble de la société, pour qu'on soit plutôt fiers de nos agriculteurs plutôt que de montrer du doigt. Il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on dialogue, sur les produits phytosanitaires, par exemple, sur lesquels, si on applique un produit aujourd'hui parce que notre blé est malade ou parce que notre vache a la grippe, bah, c'est justement pour la soigner. Et on fait ça comme la pharmacie, finalement. Et donc, il n'y aurait pas d'un côté les méchants agriculteurs et puis les gentils pharmaciens. Je pense qu'on est aujourd'hui des gens qui sont formés, responsables et qu'on n'a qu'un seul intérêt, c'est le bien-être animal et surtout le bien-être et la vie du sol. Parce que sans la durabilité de notre sol, bah, on sera plus là demain. Donc, on n'a qu'un intérêt, c'est justement de vivre avec les chauves-souris, les coccinelles, les hirondelles. Par contre, je pense qu'on a un problème, c'est qu'on est plutôt des silencieux. On dit souvent qu'on est des taiseux et des faiseux plutôt que des diseux. Mais je pense que vous avez compris, c'est-à-dire qu'on a besoin certainement de communiquer davantage. Il y a des dynamiques qui sont en place avec Agri Demain, avec tout un réseau qui s'appelle France Agri-Tutos pour justement expliquer davantage aux jeunes comment a évolué nos fermes
Et en tout cas, il y aurait pas d'un côté les mauvais agriculteurs et puis les gentils écolos. Mais justement, vous dites que vous êtes plutôt silencieux. Ces derniers temps, on peut pas dire que les agriculteurs ont été très silencieux. Il y a eu les panneaux retournés pour cette opération On marche sur la tête, pour justement expliquer un peu ce qu'était un village de la ruralité, comment ça fonctionnait. Les nombreuses manifestations d'agriculteurs partout sur le territoire, mais aussi en Allemagne, ailleurs en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces manifestations? Qu'est-ce qui aujourd'hui mobilise le monde agricole? Alors, finalement, ça a interpellé beaucoup de monde de retourner simplement les panneaux d'entrée de nos villages. Il y en a quasiment la moitié qui ont été retournés en France, la moitié dans mon département. Et finalement, on a eu beaucoup de soutien des maires en disant oui, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une réglementation franco-française qui est vraiment très forte. Des fois même incompréhensible. Tout à l'heure, je parlais des haies. On a 14 réglementations aujourd'hui pour réglementer la haie en France. Finalement, du coup, ça crée la peur dans la haie et que finalement, du coup, on a peur, nous les premiers, de planter un mètre de haie. Et donc, il faut absolument s'en sortir. Et puis, à l'inverse, on importe de plus en plus en France. On parle de souveraineté alimentaire, mais on est plutôt dans la souveraineté importée. Et là, on regarde pas la façon dont ça a été produit au Brésil, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. On est à quelques jours où l'Europe serait prête de signer l'accord avec le Mercosur, c'est avec le Brésil et les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Il y a 2 ans, on se rappelle tous que le président Macron avait dit la main sur le cœur, non, on signera jamais cet accord parce que derrière, c'est la déforestation de la forêt amazonienne. Vous voyez un peu que on a besoin de cohérence politique, de nous accompagner justement, et c'est ça que quand on retourne ces panneaux, les agriculteurs ont voulu montrer tout simplement qu'on est prêt à faire des choses, mais on a besoin de visibilité, de durabilité sur ces éléments-là, et c'est pour ça qu'on en appelle plutôt à un vrai pacte avec la société pour qu'on retrouve finalement la fierté, le sens de notre métier. Et puis il y a quand même des sujets, par exemple sur la prédation, qui sont quand même prégnants quand on protège davantage le loup que les producteurs ovins dans la montagne. Je peux vous dire que ça perturbe quand même. Quand on voit le monde viticole aujourd'hui qui commence malheureusement à rentrer en crise, c'est vrai sur Bordeaux, mais c'est vrai aussi dans le sud de la France. Tout ça parce qu'on est aussi aujourd'hui en train d'importer du vin, alors qu'en France, on sait le produire avec beaucoup plus de traçabilité et de durabilité. Et cette inflation normative, elle vient pas seulement, j'imagine, de l'État français. Il y a sans doute la Commission européenne qui est pour quelque chose, non? Qu'en est-il de la politique agricole commune aujourd'hui? Alors c'est compliqué, on s'aperçoit encore, c'est que souvent on a des distorsions entre ce qu'on nous impose en France et la règle européenne. On veut toujours faire plus blanc que blanc, et ça à un moment donné c'est pas possible, parce que sinon c'est un problème de compétitivité. C'est pour ça que par exemple en vin aujourd'hui, les Espagnols ou les Italiens seraient des fois un peu plus compétitifs, ne serait-ce que par rapport au coût de la main-d'œuvre, mais pas que. Des produits interdits dans certains pays, notamment en France, ne sont toujours pas interdits dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est pas entendable. Et puis, par exemple, quand l'Europe nous impose pour 2024 de mettre en place 4% de non-production sur nos terres, vous savez, si on demande à une usine aujourd'hui de faire 4% de moins, c'est forcément de la rentabilité en moins. Notre tracteur qui laboure ou qui travaille 60 hectares ou qui en laboure 64, pourquoi cette demande de toujours diminuer? Enfin, on a vu une cible posée sur les vaches qui serait un danger pour le réchauffement climatique. Maintenant, c'est diminuer la production. Pourquoi cette volonté de contraindre et d'empêcher la production de la part de l'Europe? Alors, c'est une vision des fois idéologique en disant finalement, on peut importer de d'autres grandes régions mondiales ces produits. On voit bien que c'est une erreur, puisque quand il y a eu le Covid ou quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, on a vite vu que rapidement on pouvait manquer parce que finalement l'huile de colza on la produisait majoritairement ou l'huile de tournesol on la produisait en Ukraine, et on peut citer d'énormes exemples comme ça. On sera jamais compétitif avec des modes de production qui n'ont rien à voir
avec la typologie française. La ferme moyenne, par exemple, laitière à 60-70 vaches. Vous allez aux États-Unis, vous allez dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, on parle en milliers ou en dizaines de milliers de bêtes, donc on n'a rien à voir. Et en plus de ça, même en France, des fois, on nous reproche que notre taille serait trop grande. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses en place. Et aujourd'hui, les jeunes agriculteurs, la FNSEA veut aussi justement redonner de la visibilité pour que demain, on a 160 000 agriculteurs qui vont arriver en retraite d'ici 2030, c'est qu'on renouvelle un maximum parce que ça permettra de garder la diversité et la richesse de notre agriculture, parce que derrière ça, c'est aussi cet enjeu stratégique de cette souveraineté alimentaire. Mais en un mot, vous pensez qu'aujourd'hui l'Europe est un atout ou plutôt un danger pour la souveraineté alimentaire de la France ? On va avoir en 2024 des élections européennes. Les agriculteurs, en tout cas la FNSEA, est plutôt pro-européen, puisqu'on a aujourd'hui on peut pas se passer de ce marché de plus de 400 millions de consommateurs. On a besoin de se fédérer, on a besoin de plus d'Europe, mais on a besoin justement de plus de cohérence et que la norme soit bien la norme européenne et surtout qu'on impose à toutes nos importations, ce qu'on appelle les clauses miroirs, les mêmes exigences qu'on nous impose dans nos champs, dans nos étables. Et là, ça serait du bon sens. Je pense que l'Europe a surtout besoin de bon sens et un peu moins d'idéologie. Et le bon sens, il est là dans nos territoires. Merci beaucoup, Lux Messard, vice-président de la FNSEA, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve. On va parler d'Agnès Firmin Le Bodo, la ministre de la Santé qui remplace le ministre démissionnaire Aurélien Rousseau. À tout de suite.